Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à Monsieur Fernand Lopez. Fernand, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va faire simple, vous êtes le big boss du MMA en France. C'est un peu réducteur, mais c'est la vérité. Vous êtes le patron. Vous avez accompagné les plus grands champions français. Alors, on peut parler de Cyril Gane, Grégory Baben, Francis Ngannou. Qui j'oublie? Vous oubliez une tonne de personnes, c'est sûr. Mais une fille, une de vos championnes. Rizén Zouak. Rizén, en plus je la connais, j'ai oublié d'en parler. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir. On ne va pas faire de secret, on se connaît un petit peu. J'ai toujours suivi votre carrière et surtout votre façon de procéder auprès de vos champions. Mais je suis quand même obligé de vous dire que vous êtes la personne la plus malchanceuse que je connaisse. Pourquoi est-ce que je serais malchanceux? Vous vous êtes battu pendant des années pour votre sport. Vous vous êtes battu contre tous les clichés possibles. Violence, que des sales gars, des trucs de bagarre. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez montré le respect des combattants. Vous avez montré le bon côté de ce sport. Le 7 février 2020, vous êtes légalisé. Le MMA est légalisé en France. Un mois après, premier confinement. On en est au 3e. Vous avez été stoppé dans votre élan un petit peu. Vous l'avez ressenti comme ça ou comment vous l'avez perçu? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas perçu comme ça. Honnêtement, je me sens béni. Ah bon, vous me rassurez. Voilà, honnêtement, je me sens béni dans le sens où, effectivement, c'est bien résumé. Il y a eu une grosse bataille. Enfin, déjà, je dois remettre les choses dans le contexte et les choses dans la réalité. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Je ne suis pas le big boss du MMA en France. Je suis certes un acteur principal du MMA, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus et c'est très important que ces personnes-là soient remerciées pour ce qu'elles font pour le MMA. Et donc, on s'est battu pendant une certaine, pour moi, une dizaine d'années et pour certains, une trentaine d'années. Se sont battus pour avoir le MMA reconnu à sa juste valeur. On a traversé des choses assez compliquées. Et puis, la nature est arrivée avec ce Covid, cette pandémie qui a touché le monde entier. Mais c'est peut-être ça qui apporte une certaine adversité et qui rend encore le combat plus intéressant. Et ce qui ne fait pas peur aux combattants de MMA, bien évidemment. Absolument non, ça ne fait pas peur. On a bien vu que dans le monde entier, le sport, la ligue majeure, si on prend la NFL, la NBA et l'UFC, les grosses ligues du monde, la ligue majeure qui a le plus tenu la route et qui tient la route aujourd'hui, ça reste l'UFC qui a redémarré les événements malgré la pandémie et qui a su s'adapter avec un protocole assez serré, avec une bulle pour les athlètes et pour tous les intervenants autour du sport. Donc, je pense que c'est ça qu'on doit imiter, c'est d'essayer de se battre dans l'adversité et ne pas se laisser endormir par cette pandémie. Il n'empêche, Fernand, que ce 7 février 2020, c'est quand même une des plus belles victoires pour le monde du MMA, enfin le monde français du MMA. Alors maintenant, qui dirige le MMA en France? Qui dirige le MMA? La FMMAF, qui est un organe, une société à l'intérieur de la Fédération française de boxe anglaise. Donc si je veux faire du MMA, il faut que je prenne une licence de boxe ou une licence de MMA? Une licence de boxe, mais à la fédération, une licence de MMA, mais à la fédération de boxe. Là, cette légalisation, cette validation de votre sport, au-delà de l'aspect sportif, des combats, est-ce que ça ne va pas aussi avoir quand même un côté positif? Ça va permettre de voir ce qu'est vraiment votre sport et, comme je le disais au début, sortir de tous ces clichés de ceux qui ne connaissent pas. C'est aussi ça que ça va pouvoir permettre, cette légalisation. Absolument, on n'en est même plus là. C'est-à-dire que très honnêtement, il faudrait... j'aime bien voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Aujourd'hui, on a une vraie reconnaissance. Si je suis sur un plateau de télévision aussi prestigieux que celui de Télésud, c'est parce que ça veut dire que les clichés ont été repoussés sur le MMA et qu'on commence à s'intéresser à ce sport. Aujourd'hui, on a vraiment la place d'une discipline sportive. On le reconnaît partout, on le voit partout. On est en pleine pandémie là. Et hier, il y a une dizaine d'athlètes de MMA qui ont combattu à travers le monde, français. C'est-à-dire que la France est dorénavant sollicitée dans le monde entier. On a implanté le drapeau français un peu partout dans le monde. Et on reconnaît la valeur française. Au MMA Factory, moi j'ai des sollicitations des Américains, des Brésiliens, des Portugais, du monde entier, de la Russie, qui veulent venir faire leur camp d'entraînement en France au MMA Factory, malgré la pandémie. Donc, on sait qu'on s'est implanté, on sait que dorénavant,
des acteurs comme Cyril Gane, dont vous citiez tout à l'heure, sont reconnus aujourd'hui comme étant des ambassadeurs du MMA. La région Île-de-France a reconnu Cyril Gane comme grand ambassadeur du MMA français. Cyril Gane, c'est un jeune qui a connu le MMA il y a moins de 3 ans et qui aujourd'hui est numéro 4 mondial. Et voilà, la télévision de la Vendée, où il est originaire, lui fait toutes les éloges. En France, sur l'île de France, on lui fait toutes les éloges. Donc, dorénavant, je pense que vraiment, c'est une première. C'est une première d'avoir un ambassadeur du sport qui soit dans un sport non olympique. Et pire encore, d'un sport qui a été décrié. Aujourd'hui, le MMA Factory est considéré comme la première salle de MMA classée club premium pour la région Île-de-France. Pour Mme Pécresse, c'est super important de savoir qu'on était un sport qui était décrié et on est passé de là pour se retrouver l'une des salles les plus prestigieuses et classées comme avec le label salle premium. Donc, effectivement, oui, je pense que la légalisation nous a beaucoup aidés. Alors, votre modestie m'oblige à le dire, le MMA Factory, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez conçu, c'est vous qui avez trouvé tous ces sportifs et ces combattants. C'est la raison pour laquelle je disais que vous étiez le big boss. On ferme la parenthèse. Alors, là, vous étiez en train de me dire qu'il y avait des combattants mais ils combattent dans quel cadre? C'est quoi, un championnat? Il y a une ligue? On se donne rendez-vous, on se teste? Il va y avoir... Après, avec la légalisation, il faut qu'il y ait quand même quelque chose, une structure. Comment ça va se passer? Il va y avoir des catégories, et ainsi de suite, j'imagine. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que les catégories de poids existent à MMA depuis 30 ans déjà. Les règles sont assez précises. C'est une discipline super encadrée. Il y a une logique interne à la discipline. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a la fédération de boxe qui a la délégation de pouvoir pour organiser les événements. Le 10 avril prochain, Monsieur Mathieu Nicourt, qui était mon professeur de MMA, qui est le fondateur de la salle Free Fight Academy, organise un événement qui s'appelle FFA Challenge, qui est un événement sportif qui sera diffusé sur la télévision et qui est organisé chapeauté par la fédération de boxe. Donc la fédération de boxe va vérifier que tout est mis en règle, qu'on respecte les règles d'hygiène et de sécurité inhérentes à la discipline, qu'on a payé les taxes qu'il y a à payer, que tous les athlètes ont des matchs qui sont des appareillements qui sont équitables pour qu'il n'y ait pas de désavantages. Et ensuite, la fight card est lancée et ensuite, il y a un événement. Donc, c'est toujours dans ce processus-là que ça se passe. Nous, les acteurs, on va être appelés pour amener des athlètes dessus. J'ai 3 athlètes qui vont faire cet événement-là. Rizlen Zouak, dont on parlait tout à l'heure. Messi Katanga, qui est un ancien judoka de l'équipe de France de judo. Et puis John Kazneuil. Les 3 vont participer sur un tournoi qu'on appelle un gala, où il y aura une opposition entre des athlètes professionnels. Et voilà le contexte. Hier, par exemple, on a eu des Français sur un événement au Bahreïn. Et c'est un événement professionnel pareil où on a vu Ilyes Djeroun, qui est un jeune du sud de la France, qui a eu une victoire et tout. Bon, voilà un peu le contexte dans lequel il y a des compétitions aujourd'hui sur le MMA. Donc, je le disais, vous avez créé la MMA Factory. Les gens ne le savent peut-être pas, vous êtes d'origine du Cameroun. Vous êtes très attaché à vos racines et à votre pays. À quand un MMA Factory? À Yaoundé, à Douala? Comment ça se passe? Est-ce que Fernand Lopez va aller sévir au Cameroun et va faire des Camerounais les combattants, les meilleurs combattants du monde? Puisque vous avez réussi à le faire avec quelques Français. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en Afrique quand même. Ça se fait en cohésion avec beaucoup de gens. Je suis effectivement fondateur du MMA Factory, mais je n'y serais pas arrivé si je n'avais pas eu toute cette équipe autour de moi. Mes collègues avec lesquels je travaille tous les jours, j'ai d'excellents coachs qui travaillent avec moi. Et c'est la même chose au Cameroun. Au Cameroun, aujourd'hui, qui est mon pays natal, j'y retourne de plus en plus. L'année dernière, j'ai donné un stage au Cameroun, un stage offert gratuit au staff de l'équipe du Cameroun de MMA et également à certains athlètes de haut niveau du MMA. Et c'était censé être réitéré. Malheureusement, le confinement nous a un peu fait reculer dessus sur ces actions. Le prochain stage que je donne au Cameroun sera le 17 mai prochain. Parce qu'au Cameroun, il y a un événement qui aura lieu entre le 13 et le 17 mai, qui est une espèce de Open africain de MMA, organisé par la Fédération camerounaise des MMA. Et donc, oui, je collabore beaucoup avec eux. Demain, il sera
13h, quand j'aurai une conférence Zoom avec le staff de l'équipe du Cameroun de MMA pour faire une préparation pour les prochains championnats d'Afrique de MMA où je leur donne mes petits conseils à ma petite dimension et puis on agence dessus pour pouvoir faire avancer les choses. Ils ont un bon niveau, les Camerounais, en MMA? Les Camerounais ont un très bon niveau, démarrent avec une base et un héritage génétique incroyable. Enfin, ils sont super solides, avec des qualités physiques indéniables. Et ce sur quoi je m'attelle à faire, c'est de faire avancer le niveau technico-tactique, le niveau stratégique de l'approche. Aujourd'hui, on sait que le facteur performant en MMA, c'est le fight IQ. C'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel du combattant. Alors là, je suis obligé de vous couper, et c'est très intéressant et très important ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'en fait, le MMA, c'est pas juste deux gars ou deux filles qui se rentrent dedans jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Il y a de la technique, il y a de la pratique, il y a de l'intelligence, il y a de la stratégie. On est bien d'accord? Absolument. C'est-à-dire que si je devais choisir aujourd'hui le facteur de performance, quand je sélectionne des personnes que je veux accompagner au haut niveau, je les sélectionne en fonction de leur intelligence. Le MMA est une suite de problématiques à résoudre. Et la faculté à pouvoir les résoudre de manière correcte dans une contrainte temporelle détermine si on va être un bon combattant ou pas un bon combattant. Et donc, on a la base, on a la matière première, on a des athlètes en Afrique qui sont super puissants, super motivés, avec une vraie motivation intrinsèque, parce que c'est un ascenseur social, c'est quelque chose de très important pour eux. Mais il nous manque quelque chose, c'est la connaissance, le savoir-faire pour pouvoir les amener à optimiser la performance. Et l'un de ces trucs qui est le plus important, c'est le côté technico-tactique. Vraiment la stratégie pour gagner un combat. C'est très, très loin l'un des sports les plus intelligents qui puisse exister. Et moi, je le sais parce que, je le disais, on se connaît. Je sais que vous êtes aussi très pointilleux sur... Là, on le voit dans l'octogone, mais aussi à l'extérieur. Vous imposez une conduite, presque une conduite de vie à vos champions. Il faut être bien habillé, il faut parler correctement. Et voilà, il y a toute une éducation. Je sais que vous êtes très, très à cheval sur ça et que c'est très important. C'est pas faux. J'ai plusieurs casquettes. L'une de mes casquettes, c'est de détecter des talents et de faire avancer ces talents. Je suis agent sportif, je suis manager, je suis le fondateur du Management Factory. Et donc, j'ai cette casquette-là qui me pousse, même si je suis un entraîneur, à garder le côté entrepreneurial et de préparer le sportif dans toute sa dimension. Faire évoluer un sportif, c'est pas juste avoir des belles performances, mais c'est avoir quelqu'un qui connaît les codes de la société dans laquelle il vit. C'est quelqu'un qui est capable de s'exprimer correctement, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser plusieurs langues, c'est quelqu'un qui est capable de faire du media training, c'est quelqu'un qui sera capable d'avoir une éthique de la déontologie, de respecter le fair play, toutes ces valeurs-là qui vont faire qu'au final, il puisse être bankable. Aujourd'hui, le sport business, ça a des codes. Et pour pouvoir y évoluer, il ne faut pas juste être compétent sportivement, c'est tout un ensemble. Et je suis pour cette vision holistique de la chose, cette vision un peu, j'aime bien le côté systémique de la chose, faire progresser un athlète dans tout le système possible qu'on puisse avoir autour du sport. Fernand, malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Alors, les rendez-vous importants en Europe, en France, dans le monde, c'est quoi? Là, à date, qu'est-ce qu'il y a? Les rendez-vous importants, je donne aux personnes les rendez-vous pour le prochain événement. J'aime encourager les événements, même s'ils ne sont pas les miens, je vous ai parlé de la FFA Challenge qui aura lieu le 10 avril. L'événement Ares revient bientôt. Ce sera probablement au mois de juin. Un mot rapidement de Ares. C'était prévu que ce soit la Ligue française et ça a été stoppé à cause de du premier confinement, je crois. C'est ça. C'est la première ligue afro-européenne qui existe. Afro-européenne, c'est pour ça qu'on a commencé le premier événement à Dakar, au Sénégal. Au mois de décembre 2019, je crois. C'est ça. Et c'est pour ça qu'avec la restriction des déplacements et le confinement, on aura beaucoup plus d'événements sur le territoire français
et puis quelques événements de temps en temps sur le côté de l'Afrique, notamment au Cameroun. Et là, le Cameroun, le stage 17 mai. 17 mai. Et si on veut participer au stage, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir le numéro de téléphone de monsieur Fernand Lopez, et je préviens tout de suite, je ne le donnerai pas, parce que moi je l'ai. Suivez Fernand Lopez sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook. Très rapidement, je vais annoncer, je vais donner toutes les informations sur le stage et donner toutes les informations sur l'événement qui va précéder le stage à Douala au Cameroun. Et bien évidemment, c'est mixte. Martial art et mix. Les filles et les garçons sont acceptés. Ça va de soi, c'est même pas besoin. Il n'y a même pas besoin je veux que vous le disiez, de le Fernand. dire. Ça va de soi qu'on est sur des valeurs républicaines et qu'on respecte la parité homme-femme et qu'on respecte la démocratie et qu'on respecte. Ça va de soi. Fernand, une fois de plus, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Voilà, l'entretien du jour dédié à Fernand Lopez est terminé. On se retrouve très vite pour un autre entretien du jour. D'ici là, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.